Bonjour à tous à nouveau. Nous allons donc reprendre notre colloque sur les principes métaphysiques, organisé par la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance du professeur Claudine Tiercelin. Cet après-midi, pour commencer, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Berlioz, qui va nous parler de l'unité et de la constitution des groupes sociaux. En guise de présentation, disons que Sophie Berlioz est docteure en philosophie de l'EHESS et l'Institut Jean-Nicot, si je ne me trompe pas. Elle travaille en particulier sur les questions d'ontologie sociale, questions notamment des institutions et du mode d'existence des objets sociaux ou des groupes. Et elle co-anime avec M. Frédéric Neff un séminaire d'ontologie sociale à l'EHESS. Voilà. Donc Sophie, je te laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Alors, je voudrais examiner aujourd'hui ce qui est au fondement des groupes sociaux, s'ils sont fondés déjà, et si c'est le cas, ce qui les fonde. Alors pour cela, il faudra prendre en compte trois paradoxes caractéristiques des groupes. Le premier paradoxe, c'est celui de la fluctuation, à savoir que les groupes admettent la fluctuation des individus qui les forment et dont ils dépendent. La coextensivité, à savoir que les membres d'un même ensemble peuvent composer deux groupes différents. Et enfin, le paradoxe de la localisation, à savoir que certains types de groupes, et particulièrement les organisations et les institutions, bien qu'ils dépendent de membres pour exister, peuvent ne pas coïncider spatialement avec ces derniers. On est en train de distribuer un handout qui vous permettra de mieux suivre l'exposé. Il y en aura d'autres qui arriveront peut-être durant l'exposé, parce que j'en ai pas imprimé suffisamment, excusez-moi. Alors l'an dernier, j'avais traité des groupes sociaux du point de vue de la composition, en aménageant la solution dualiste de Peter Simons en termes d'occurrents et de continuants abstraits, comme base constitutive des groupes. Le problème auquel j'étais confrontée était de traiter les groupes comme des continuants abstraits, soutenus par des représentations collectives et ancrés dans le temps par leurs occurrents. Mais la notion de continuant abstrait, selon moi, en fait, fait problème, car elle est non seulement coûteuse ontologiquement, mais il s'agit également d'une entité qui obligerait à admettre des entités idéales dans l'ontologie sociale, ce qui n'est pas sans poser question. Donc je souhaite aujourd'hui examiner les groupes différemment, non pas du point de vue de la composition, mais du point de vue de la constitution, ce qui va me conduire à répondre aux deux questions suivantes. La première, les groupes sociaux réfèrent-ils à des objets qui existent ou seulement à des représentations d'un être collectif en réalité formé par un ensemble d'individus? Donc ça, c'est une problématique qui est classique des sciences sociales entre le niveau individuel et le niveau macro, et qui, à la limite, aboutit à la négation de l'ontologie sociale au profit d'une étude épistémique des représentations. Et la deuxième question, c'est comment le questionnement ontologique peut éclairer notre compréhension des groupes et nous aider à choisir entre le groupe réductible à un ensemble d'individus ou le groupe autonome par rapport à ses parties. Pour cela, j'aborderai les groupes de trois points de vue. Je partirai dans un premier temps de l'opposition entre la sociologie implicite du sens commun et la sociologie compréhensive, notamment à partir du décalage signalé par Max Weber. Donc d'un côté, celui du sens commun, où le groupe est perçu comme une réalité agissante, unifiée, et une conception qui s'oppose à celle du sociologue Max Weber, pour qui le groupe est défini comme un ensemble complexe de relations sociales. Et ce détour, qui peut paraître étranger à l'ontologie sociale, permettra de mieux comprendre la tension fondamentale entre deux conceptions des groupes sociaux. J'examinerai ensuite la définition de Max Weber d'un point de vue ontologique, en ayant notamment recours à une analogie avec la constitution des artefacts. Il s'agira de voir comment rendre compte de cet ensemble de relations sociales, donc tel que l'a défini Max Weber, en tenant compte des deux premiers paradoxes des groupes sociaux, donc celui de la fluctuation et de la coextensivité.
Et cela m'amènera à poser, à partir du cas de la Cour suprême analysé par Gabriele Uschiano, que les groupes sociaux sont liés par une relation de constitution avec leurs membres, une relation d'unité sans identité. Enfin, je montrerai que l'analogie avec les artefacts est en difficulté pour expliquer la localisation des groupes et n'explique pas pourquoi, à la différence des artefacts et de leur base matérielle, les groupes ne coïncident pas nécessairement spatialement avec leurs membres. Alors tout d'abord, en quoi le sens commun et la sociologie compréhensive s'opposent-ils? Donc, tout d'abord, si on suit le sens commun, on est amené à considérer que les groupes sociaux, comme les associations, les entreprises et les corporations, sont des réalités qui existent. Les groupes sont des tout agissants à la manière d'individus singuliers. On s'y réfère comme à des sujets collectifs lorsqu'on affirme, par exemple, que la Cour suprême a légiféré, que SFR a licencié 9000 salariés en 2007. Mais on s'y réfère aussi comme à des sujets de droits et de devoirs lorsque l'on parle de la responsabilité sociale de l'entreprise, ou encore des mesures prises par la mairie de Paris en faveur de l'environnement. En somme, on s'y réfère comme à des sujets qui agissent, comme à des agents. Ainsi, pour le sens commun, les groupes sociaux sont des individus collectifs exerçant une activité qui décide, qui légifère et qui gouverne. L'action, l'histoire des actions et la projection des actions futures sont autant de manifestations de l'existence de ces entités collectives. Selon l'expression de Louis Dumont, on peut dire que le groupe alors est multiple de l'intérieur et unifié de l'extérieur. Pour le sens commun, le groupe a donc une unité. Max Weber, lui, voit dans cette conception une simplification courante qui a essentiellement une utilité pratique en ce qu'elle vise à traiter des structures sociales comme des individus singuliers. Ce concept d'utilité est d'ailleurs repris dans un article récent d'Amy Thomasson qui définit les groupes d'abord du point de vue des normes sociales et de la nécessité de ce concept pour l'organisation de la vie sociale. Les groupes seraient alors avant tout un outil ou un raccourci aux visées essentiellement pratiques et pragmatiques. Par exemple, dans le langage juridique, on érige certains groupes en sujets de droit et de responsabilité, en personnalité morale et collective, exerçant une activité, mais en restant dans une neutralité ontologique quant à la nature de ces groupes. Ce qui conduit à un risque, qui est le risque d'ériger des entités juridiques qui ne sont fondées sur aucune réalité ontologique. Alors, ainsi désignées ou simplifiées, ces entités sont ensuite dotées de compétences normatives, elles organisent et elles structurent la vie sociale. Or, pour Max Weber, donc, dans Économie et Société, il s'agit en réalité de, donc je le cite, structures collectives qui font partie de la pensée quotidienne ou de la pensée juridique et qui sont des représentations qui flottent dans la tête des hommes réels, d'après quoi ils orientent leur activité, et ces structures ont une importance causale considérable pour la nature du déroulement de l'activité des hommes réels. Cette conception de sens commun, donc ancrée dans une représentation collective, a une force pragmatique car les hommes orientent leur activité d'après la représentation que l'État existe en tant qu'individu collectif et doit exister sous cette forme. Or, pour Weber, la compréhension que le sens commun se fait des groupes sociaux repose sur une erreur méthodologique, une confusion dans le rapport entre les concepts et les choses. L'État, par exemple, est un concept, l'abstraction d'un ensemble d'activités orientées par les représentations de l'État. Donc l'abstraction d'une multiplicité qui peut générer une hypostase, c'est-à-dire la transformation d'une idée en réalité agissante. Et l'hypostase consiste donc à confondre le mot et la chose, le concept et la réalité. Ainsi, pour Weber, lorsque l'on dit ou que l'on pense « l'État agit », il s'agit en réalité, et je le cite, d'un groupement d'individus qui constitue la bureaucratie et qui détient le monopole de la violence physique légitime. Ainsi, donc, l'État est une abstraction, la conceptualisation du groupement d'individus exerçant une activité collective. Et cette abstraction est à la base d'une confusion qui fait que le sens commun prend une simple multiplicité d'individus pour une réalité surplombante
et agissantes. Si l'on suit Weber, les groupes ne sont en fait rien de plus ni de moins que l'ensemble des individus qui les composent. Mais ils sont dotés d'un pouvoir et d'une fonction qui font que cet ensemble ou cette structure complexe a une force causale que n'ont pas les individus pris séparément. Et c'est cette force causale qui en fait une réalité dont l'ontologie doit rendre compte. Donc, en somme, dans son analyse, Max Weber dégage 3 caractéristiques du groupe. Du point de vue du sens commun, un groupe est un tout unifié au statut ontologique indéterminé. Du point de vue du sociologue, c'est un ensemble d'individus organisés de manière complexe. Et ontologiquement, le groupe a une force causale en ce qu'il oriente les conduites des individus. Ce constat posé, reste la question de savoir à quelle catégorie ontologique appartiennent ces groupes. Que signifie, d'un point de vue ontologique, que les groupes ne sont rien de plus ni de moins que l'ensemble des individus qui les composent, dotés d'un pouvoir et d'une fonction? Pour y répondre, je m'appuierai sur le cas proposé par Uschiano pour résoudre ce qu'on peut considérer comme l'énigme métaphysique des groupes. Il s'agit dans ce cas d'envisager la relation entre la Cour suprême des États-Unis et les juges de la Cour suprême qui la composent. Qu'est-ce que la Cour suprême et quelle relation un juge de la Cour suprême entretient-il avec elle? La manière la plus intuitive de répondre à ces questions est d'affirmer que la Cour suprême est un ensemble d'individus qui ont pour fonction d'être des juges de la Cour suprême et qu'un juge de la Cour suprême est un membre de cet ensemble. Ainsi, la Cour suprême est un ensemble de juges et la relation entre les juges et la Cour suprême est une relation entre des éléments et un ensemble. C'est la thèse de l'identité à un ensemble, qui est ici proche de la définition de l'état weberienne. Cette thèse est la suivante: la Cour suprême est identique à l'ensemble des juges actuellement juges de la Cour suprême. Toutefois, à cette thèse, on peut opposer une objection, à savoir celle de la fluctuation des membres, le premier paradoxe que j'avais cité. En effet, la thèse de l'identité du groupe à un ensemble se heurte à l'objection de la flexibilité des groupes suivante. Donc, l'énoncé 1, la Cour suprême a émis l'arrêt Roe-Wade en 1973. L'énoncé 2, l'ensemble des juges actuellement juges de la Cour suprême n'ont pas émis cet arrêt, d'où la Cour suprême n'est pas identique à l'ensemble des juges actuellement juges de la Cour suprême. En effet, j'espère que vous avez tous un handout pour suivre les... Ouais. En effet, les juges de la Cour suprême actuels ne sont pas les juges de la Cour suprême qui ont statué sur l'arrêt Roe-Wade en 1973. Ainsi, contrairement à un ensemble, la Cour suprême admet des fluctuations de ses membres. De fait, si un membre actuel de la Cour suprême se retire, il paraît difficile de soutenir que la Cour suprême disparaît ou qu'elle est remplacée par une nouvelle Cour suprême. Ainsi, l'objection à la thèse de l'identité à un ensemble, c'est que les groupes tels que la Cour suprême, l'Orchestre national de France ou encore l'État français persistent malgré le remplacement de leurs membres. La thèse de l'identité à un ensemble n'est donc pas valide, car les groupes ne sont pas des ensembles dans la mesure où un ensemble n'autorise pas la fluctuation de ces éléments. Ainsi, la proposition « la Cour suprême est identique à l'ensemble des juges actuellement juges de la Cour suprême » n'est pas viable. Toutefois, une alternative est possible et consisterait à dire que la Cour suprême est un ensemble, mais que les ensembles désignés dans les propositions 1, la Cour suprême a émis l'arrêt Roe-Wade en 1973, et dans la proposition 2, l'ensemble des juges actuellement juges de la Cour suprême n'ont pas émis l'arrêt Roe-Wade en 1973, ne sont pas incompatibles car il ne s'agit pas des mêmes ensembles. La Cour suprême exprimant une relation à des ensembles différents, à des temps différents. Et en suivant cette alternative, on dira que la Cour suprême, à un temps donné, est l'ensemble des juges dont la fonction est d'être juge de la Cour suprême à ce temps donné. Il est donc possible d'admettre que la Cour suprême est un ensemble de juges à un temps, T, et un autre ensemble de juges à un autre temps, T1,
ce qui, pour poursuivre l'exemple d'Usquiano, nous conduit à la compatibilité des propositions 3 et 4. Donc, proposition 3, l'ensemble des juges qui étaient la Cour suprême ont statué sur Roe Wade en 1973. Et la proposition 4, l'ensemble des juges qui est actuellement la Cour suprême n'a pas statué sur Roe Wade en 1973. Dans cette perspective, la Cour suprême et l'ensemble des juges de la Cour suprême, à condition d'admettre 1. que des ensembles différents peuvent être la Cour suprême à différents moments, et à condition d'admettre, deuxièmement, qu'il n'y a qu'un ensemble qui porte la relation à la Cour suprême à un temps donné. Il s'agit donc là de relativiser au temps l'identité de la Cour suprême à l'ensemble des juges de la Cour suprême. Mais toutefois, la thèse de l'identité du groupe à un ensemble relativisé au temps se heurte à deux autres objections, toujours liées au paradoxe de la fluctuation des membres de la Cour suprême. La première objection est la suivante. Si l'on admet la thèse de l'identité à un ensemble relativisé au temps, peut-on continuer de soutenir à la fois que la Cour suprême est flexible et persiste au changement de ses membres et qu'aucun de ses membres ne change ses éléments? Non, car affirmer cela, ce serait soutenir que les propositions 5, donc la Cour suprême a changé ses membres, donc qu'aucun ensemble n'a changé ses éléments, et que la Cour suprême n'est identique à aucun ensemble. La deuxième objection, elle est liée aux propriétés modales de la Cour suprême et de l'ensemble des juges qui la composent. En effet, la Cour suprême et l'ensemble des juges de la Cour suprême ne peuvent pas être identiques car ils ont des propriétés modales et contrefactuelles différentes. Il existe par exemple une circonstance contrefactuelle dans laquelle Bill Clinton n'aurait pas nommé Stephen Breyer comme juge de la Cour suprême en 1994, mais aurait nommé quelqu'un d'autre à sa place. De telle sorte que, donc, proposition 8, Breyer est un membre de la Cour suprême actuelle, mais il aurait pu ne pas être un membre de la Cour suprême actuelle. Et l'énoncé 9, Breyer est un élément de l'ensemble des juges actuels de la Cour suprême, mais il aurait pu ne pas être un élément de cet ensemble. Or, si la proposition 8 est vraie, 9 est fausse. La proposition 9 est fausse car les ensembles doivent contenir leurs membres nécessairement, de telle sorte que tout ensemble qui n'aurait pas eu comme élément Breyer aurait été différent de l'ensemble des juges de la Cour suprême en 2002. Toutefois, un partisan de la théorie de l'ensemble pourrait émettre une objection par rapport à la formulation de la proposition 8 en soulignant son ambiguïté. En effet, la proposition 8 peut se comprendre comme, donc c'est la proposition 8a dans le handout, Breyer est un élément de l'ensemble des juges actuellement juges de la Cour suprême, mais il aurait pu être le cas que l'ensemble des juges actuellement juges de la Cour suprême n'ait pas Stephen Breyer comme élément. Ou comme 8b, Breyer est un élément de l'ensemble des juges actuellement juges de la Cour suprême, mais l'ensemble aurait pu ne pas avoir Breyer comme élément. Et la vérité de 8b est requise pour rejeter la thèse de la théorie de l'ensemble. Or, il n'y a pas de raison, en fait, de privilégier l'énoncé 8b plutôt que l'énoncé 8a, ce qui nous conduit à soutenir que la Cour suprême exprime une certaine relation dans laquelle un ensemble X existe à un temps donné, de telle sorte que X est la Cour suprême à T. Et si on est d'accord avec cela, alors la relation entre les juges de la Cour suprême et la Cour suprême est une relation de type élément-ensemble, et la Cour suprême n'est rien de plus ou ni de moins que les juges de la Cour suprême à un temps donné. On a ici une définition donc ensembliste de la définition weberienne en termes de groupement d'individus qui semble apporter une solution au premier paradoxe de la fluctuation des membres d'un groupe. Envisageons maintenant les objections liées au paradoxe de la coextensivité, le deuxième paradoxe que j'avais présenté. En effet, donc, une troisième objection à la thèse de l'identité du groupe à un ensemble apparaît si on considère qu'il est possible de distinguer deux groupes qui ont les mêmes membres.
Ousciano prend l'exemple de la Cour suprême et du comité d'éthique judiciaire, deux groupes donc différents, mais qui ont un même ensemble d'éléments, de membres. De telle sorte que pour une session à un instant donné, on ne sait pas s'il s'agit de la Cour suprême ou du comité spécial d'éthique judiciaire. De telle sorte que, donc là c'est la proposition 10, la Cour suprême est en session à T. Proposition 11, le comité spécial d'éthique judiciaire est en session à T. On peut répondre que certes 10 et 11 sont incompatibles, mais que dans la mesure où il s'agit de propriétés différentes attribuées à un même ensemble, elles ne sont jamais présentes en même temps. Et elles sont exemplifiées par l'ensemble d'individus à des moments différents. Et qu'à ce titre, on peut les distinguer. Donc l'ensemble des membres est en session en tant que Cour suprême à T et en tant que comité spécial d'éthique judiciaire à T'. Toutefois, donc, on peut également émettre la proposition 12, qui est que l'ensemble des membres est en session en tant que Cour suprême à T et en tant que comité spécial d'éthique judiciaire à T'. Mais si on admet cela, il est également possible de soutenir que le comité d'éthique judiciaire est en session en tant que Cour suprême à T ou que la Cour suprême est le comité d'éthique judiciaire. Et ce problème se retrouve également pour les groupes ou des organisations qui ne sont pas faites d'individus, mais d'organisations. Par exemple, le comité d'éthique judiciaire qui deviendrait un élément du comité des comités d'éthique, ou la France comme membre des Nations Unies. Les groupes complexes ne sont pas identiques à un ensemble. En effet, si le comité des comités d'éthique n'est rien de plus que la relation élément-ensemble, alors on doit conclure qu'il existe un temps où à la fois la Cour suprême et le comité spécial d'éthique sont membres du comité d'éthique, ce qui pose un problème. Ainsi, donc, les groupes complexes ne peuvent pas être identiques à un ensemble, et on voit bien que la thèse de l'identité du groupe à l'ensemble ne résiste pas au paradoxe de la coextensivité. Mais la question donc persiste encore de leur statut ontologique. À quelle catégorie la Cour suprême appartient-elle ? La Cour suprême pourrait-elle appartenir à un objet matériel ou être à une fusion méréologique d'éléments matériels ? Donc, une option serait de soutenir la thèse de la fusion méréologique, mais on voit vite qu'elle est quand même difficile à soutenir car la relation d'un membre et du groupe paraît différente de celle du tout et de la partie de l'objet matériel. Ceci ne peut pas être le cas pour le groupe, car, comme le dit Gabriele Ousciano, on serait obligé de soutenir que le bras d'un juge de la Cour suprême est une partie de la Cour suprême. Une autre option possible, donc, que la Cour suprême soit un agrégat de juges. Mais il semble également difficile de le soutenir, car cette proposition est incompatible avec la fluctuation des membres et ou des juges de la Cour suprême. Ainsi donc, le fait que la thèse de l'identité à un ensemble ne résiste pas au paradoxe de la coextensivité conduit à envisager la question non plus en termes d'identité à un ensemble, mais en termes de relation de constitution. Alors, pour lever les difficultés liées à la nature des groupes et des membres qu'ils composent, Ousciano a recours à un raisonnement par analogie, assimilant la relation du groupe à ses membres à celle de la relation de constitution de l'artefact à ses parties matérielles. Il compare en effet le cas de la statue et du bloc de marbre, où deux objets matériels différents coïncident spatialement et temporellement, au cas du groupe et de l'ensemble des membres qui le composent. Pour lui, la relation que l'ensemble des membres d'un groupe entretient à un temps donné avec ce groupe ressemble à la relation de constitution matérielle entre le bloc de marbre et cette statue. Le fait que la théorie ensembliste aboutisse à une contradiction le conduit donc à distinguer la relation entre les juges et la Cour de la relation entre éléments et ensemble. Ce qui les distingue d'abord, c'est une flexibilité temporelle, puisqu'à la différence de la relation élément-ensemble, la relation des membres à la Cour est une relation provisoire. En effet, on l'a vu, un juge peut être membre de la Cour suprême à un temps donné et pas à un autre. Mais c'est également une implication
existentielle entre les éléments de l'ensemble et les membres du groupe, de telle sorte que qu'être juge de la Cour suprême à un temps donné implique à la fois l'existence de ce juge comme membre du groupe et l'existence du groupe. L'implication existentielle aboutit à la proposition suivante: si X appartient à E, un ensemble, par exemple l'ensemble des juges de la Cour suprême en août 2002, alors X est un membre de la Cour suprême en août 2002. Et ces doubles caractéristiques permettent de mieux comprendre la relation entre la Cour et ses juges, de telle sorte que, pour tout temps où la Cour suprême existe, il existe un ensemble d'individus juges à ce temps donné. Et deuxièmement, un juge est un membre de la Cour suprême à un temps, si et seulement si il est un élément de cet ensemble. Il y a donc une relation de coextensivité entre un ensemble doté d'éléments nécessairement et un groupe à un temps donné, de telle sorte que si X appartient à cet ensemble, alors X est un membre du groupe à ce temps donné. Ce qui conduit à soutenir que pour chaque temps où la Cour suprême existe, il existe un ensemble d'individus qui est coextensif avec la Cour suprême, sans être identique à ce dernier, puisque l'un admet la fluctuation de ses membres, alors que l'autre, l'ensemble, ne l'admet pas. En d'autres termes, pour chaque temps où la Cour suprême existe, il existe un ensemble d'individus qui est coextensif avec lui, mais qui, contrairement à la Cour suprême, a tous ces éléments nécessairement. C'est ce qui conduit Uschiano à recourir à l'analogie avec la relation de constitution matérielle, où deux objets différents, la statue et le bloc de marbre, coïncident spatialement et temporellement. Donc il a recours à l'analyse qu'en fait Judith Thomson dans un article de 1998. Pour l'objet matériel comme la statue, on dira que si X constitue matériellement Y à T, alors X et Y partagent toutes leurs propriétés à T, et X a une partie, Z, à T, qui est nécessairement une partie d'elle à tous les moments où il existe, et tout ce qui est partie de Z à T est nécessairement une partie de Y à tous les moments où il existe. De manière analogue, on dira pour la Cour suprême que si E est un ensemble de la Cour suprême à T, alors E et la Cour suprême sont coextensifs à ce temps-là, pardon. Et il existe au moins un membre X de la Cour suprême à ce temps, de telle sorte que X est nécessairement un élément de E, mais pas nécessairement un membre de la Cour suprême à tous les temps où la Cour suprême existe. En d'autres termes, si les membres de la Cour peuvent évoluer dans le temps, chaque élément de l'ensemble de la Cour suprême à ce temps est un élément de l'ensemble nécessairement. Mais l'analogie va plus loin et concerne également la différence de degré entre les éléments de la base constitutive et l'objet constitué. Ainsi, si la statue et le bloc de marbre qui la forment partagent toutes leurs parties à un temps donné, le bloc de marbre est plus étroitement lié à ces parties que ne l'est la statue. De manière analogue, la différence la plus importante entre les juges de la Cour suprême et la Cour suprême est que l'ensemble est plus étroitement lié à ces éléments que ne l'est la Cour suprême à un temps T. S'agissant de la permanence des artefacts dans le temps, ce qui l'assure, c'est la continuité de la forme. Dans le cas des groupes, comme la Cour suprême, c'est la permanence des règles et des pouvoirs ou encore des procédures. Ainsi, les groupes sont liés à un ensemble d'éléments, dans le cas de la Cour suprême, les juges, par une relation de constitution à un temps donné, une relation de constitution qui en assure l'unité sans être une identité. Il s'agit de deux objets différents. De fait, le groupe diffère de l'ensemble de ses membres à un temps donné, car il est possible que le groupe ait des membres différents que ses membres à ce temps donné-là. Donc, à ce stade, pour résumer, il est possible pour un ensemble de constituer deux groupes différents à un temps donné. Un groupe est constitué par un ensemble d'éléments membres. Le groupe est capable de survivre au changement de certains de ses membres, alors que l'ensemble des membres qui le constituent à un temps donné, lui, ne survit pas au changement de ces éléments. L'existence continue d'un groupe doit plus au statut du groupe comme catégorie ontologique particulière, dotée de règles, de pouvoirs, de règles de fonctionnement, qu'aux éléments de l'ensemble qui le constituent.
la persistance. Le lien entre les membres de l'ensemble est plus étroit que celui qui rattache le groupe à ses parties. On a donc là progressé dans l'analyse ontologique des groupes et des présupposés ontologiques de la définition de Max Weber de l'État comme ensemble d'individus dotés d'une fonction et d'un pouvoir. La précision concernant les présupposés ontologiques de la définition de l'État comme groupement d'individus, c'est qu'il n'y a pas de relation d'identité entre l'État et le groupement d'individus qu'il compose, mais une relation de constitution entre l'État et l'ensemble des membres qui en assure l'unité. Il s'agit de deux entités différentes. Ainsi, l'État n'est pas un groupement d'individus, mais il est constitué par un groupement d'individus. Et une question se pose alors concernant la nature de l'entité qu'est le groupe ou l'État, car à la différence de la statue et du bloc de marbre, l'État n'est pas un objet matériel et n'est pas spatialement localisé. Et on touche ici à la limite de l'analogie avec les objets matériels composés, ou plus précisément, il importe de faire la différence ici entre deux types d'artefacts, les objets matériels et les objets immatériels. Et cette différence conduit à un problème lié à la localisation. En effet, dans le cas des entités sociales, il n'y a pas de coïncidence ou d'unité spatiale. On peut difficilement soutenir que les entités sociales coïncident avec la localisation des entités dont elles dépendent. Et c'est là le problème de la localisation qui est signalé notamment par Frank Hendricks. Ainsi, donc, le groupe peut exister sans être localisé au même endroit que les membres qui le constituent. Les membres du groupe peuvent se situer là où l'organisation ou le groupe n'est pas. C'est donc là la limite principale avec l'analogie avec les artefacts où la coïncidence spatiale en assure l'unité. Il s'agit d'un problème de localisation spécifique au social où les éléments constituants ne coïncident pas spatialement avec le constitué, précisément car le constitué est immatériel. Par exemple, la Cour suprême continue d'exister même lorsque les juges ne sont pas tous réunis dans un même lieu. La question qui se pose alors est de maintenir la relation de constitution, mais sans avoir recours à la coïncidence spatiale, en développant une conception donc de la Constitution qui admette que constituant et constitué ne coïncident pas nécessairement spatialement. Alors une première option, ce serait d'opérer une distinction entre le groupe et l'institution. Donc cette première option, ce serait d'opérer une distinction entre groupe et institution. Donc un groupe comme les membres de la Cour suprême peut avoir des parties de sa localisation spatiale, par exemple à Washington, à New York ou à Paris, mais la Cour suprême ne peut pas localiser ses parties à New York ou à Paris. Ainsi, si les groupes ont des parties qui peuvent avoir des localisations différentes, l'institution, elle, ne peut pas être dispersée spatialement. La distinction entre groupe et institution pose la différence entre localisation spatiale du groupe et localisation institutionnelle du siège, par exemple. Donc, par exemple, la Cour suprême est là où serait là où est son siège. Et dans ce cas, tout se passe comme si c'était l'adresse qui unifiait et donnait un critère de permanence. Mais cette option me paraît risquée car on risque d'entrer dans une difficulté au moins comparable à celle des continuants abstraits dont on voudrait faire des universaux et dont finalement on ne saurait pas s'ils sont dans chacune de leurs parties ou à l'extérieur d'elles. Et de plus, on entrerait peut-être dans l'erreur de sens commun pointée par Max Weber qui consiste à prendre les collectifs comme des entités transcendantes ou vivantes. La deuxième option serait de soutenir la coïncidence agentive. Et cette deuxième option, elle serait de considérer sérieusement la coïncidence agentive qui a été introduite par Wilson et qui, pour lui, deux agents en fait présentent une coïncidence agentive s'ils réalisent précisément la même action en même temps. Donc, par extension, toutes les actions des membres de l'organisation coïncideraient agentivement avec les actions des membres du groupe. La coïncidence agentive des membres de la Cour suprême correspondrait alors aux actions des membres de la Cour à un temps donné.
il y aurait ici une unité temporelle liée aux actions et ou au processus, pour reprendre l'expression ou l'ontologie des processus de Pierre Livet et Frédéric Neff. Et si l'on s'en tient à la coïncidence agentive, on se rend compte que le problème de la localisation spatiale, en fait, n'en est pas un. Et que ce problème est peut-être induit par un biais ou une hypostase qui vient de ce que l'on assimile les groupes aux personnes physiques qui les constituent, alors même qu'il s'agit d'entités immatérielles. Et avec l'hypothèse de la coïncidence agentive, on arrive donc à la définition ontologique des groupes suivantes. Un groupe est constitué par un ensemble d'éléments à un temps donné. Ces deux entités coïncident agentivement à ce temps donné-là et sont unifiées temporellement. On reste proche donc de la définition weberienne des groupes comme structure complexe de relations sociales, mais il ne s'agit pas d'une relation d'identité, mais d'une relation de constitution. Voilà, donc pour conclure, les groupes sont constitués par un ensemble d'individus à un instant T. Les membres du groupe peuvent évoluer entre T et T1, même si chaque ensemble AT et AT1 contient ses membres nécessairement. Les membres du groupe coïncident agentivement avec le groupe à un instant T, et l'unité des groupes sociaux est temporelle. Merci.